Bonjour à tous, bonjour à tous les Wiciders. Merci de venir assister à ce live de présentation du projet NH1 de Normandie hydrolienne. Je me présente rapidement, je fais un petit tour de table avant d'entamer la présentation du projet et de répondre à vos questions si vous en avez. Moi, je suis Thibaut Rouquayrol, je suis responsable des investissements chez Wicid et je suis en charge de superviser un petit peu la collecte de Normandie hydrolienne et du projet NH1. Et je vous présente également donc deux participants du projet, à savoir Katia Gauthier et Steve Alsop. Je vais les laisser se présenter et puis leur laisser présenter le projet NH1 à vous tous. Et ensuite, on pourra finir, on va dire, ce live par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment le but de ces lives et de ces échanges. C'est que vous puissiez poser vos questions. Et voilà. Donc, Katia, je te laisse te présenter peut-être et puis après Bien sûr. tour de Steve. Bonjour à tous, je suis Katia Gauthier, je suis la directrice du projet de Normandie hydrolienne. J'ai rejoint l'équipe il y a un an et demi déjà, presque 2 ans. Et bien sûr, comme vous avez peut-être pu le lire, c'est un projet qui est quand même d'excellence en soi. C'est quand même un projet qui est mature et on a hâte de vous le présenter un peu plus en détail. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions parce que c'est comme l'a dit Thibaut, c'est vraiment une opportunité de pouvoir répondre à toutes vos questions en live aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Steve Alsop, je suis responsable, excusez-moi, responsable technique de Normandie hydrolienne. J'étais dans le domaine pendant les dernières 10 ans, à peu près dans un rôle technique. Et là, je suis plus dans le rôle projet pour le projet NH1 chez Normandie hydrolienne. Super. Est-ce qu'on commence par certaines questions? Il y a pas eu de questions préalables? Non, non, pour l'instant, non. Ce que je te propose, Katia, c'est de présenter. Enfin, tu peux afficher les slides peut-être si tu en as préparé, et puis présenter le projet. Et puis, je pense que les questions viendront au fur et à mesure. Vous voyez? Oui, on voit très bien. Ok, super. Voilà, ce que vous voyez justement devant cette présentation, c'est justement à quoi va ressembler le projet NH1 dans le Raz Blanchard avec 4 hydroliennes de 3 mégawatts connectées toutes les quatre à une boîte, on appelle ça une boîte de jonction, qui ensuite, sur cette à partir de cette boîte de jonction, un seul câble connectera les 4 hydroliennes à terre. Euh, il sera bien sûr connecté au réseau national. Alors, excusez-moi, je vais essayer de bouger. Ah, décidément. Je vais essayer de changer de page. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu dans la présentation qu'on avait aussi, mis à disposition sur la plateforme. Normandie hydrolienne, donc, est un développement de parc hydrolien qui est localisé à Cherbourg. Cette société a été fondée en 2019 à l'issue de collaboration de 3 acteurs clés. Donc, vous connaissez peut-être Efinor, qui est un industriel reconnu. Efinor va nous assister à la construction et à l'assemblage des hydroliennes et de ses outils. Il est basé donc à Cherbourg. Notre turbinier Proteus, qui lui va réaliser le design, l'engineering et le développement de la technologie. Donc c'est Proteus qui a développé la nouvelle turbine AR3000 qui va être en fait utilisée pour le projet NH1. Et leur partenaire de référence, pour peut-être beaucoup connaissent, Normandie Participation. Donc ils nous accompagnent au développement du financement et l'exploitation du projet hydrolien. J'ai aussi ajouté Enedis parce qu'Enedis va jouer un rôle clé. C'est un partenaire qu'on a avec Enedis et donc c'est Enedis qui va assurer la maîtrise d'ouvrage sur la partie raccordement comprise entre le point frontière et le poste électrique à partir duquel la production électrique sera injectée dans le réseau. Voilà, tout simplement. Notre engagement, il est très clair. On a une vision, on a bien défini notre stratégie, notre vision. Notre vision, c'est d'approvisionner le monde d'aujourd'hui et de demain
d'une énergie propre et avec l'hydrolien. On considère que l'hydrolien est une opportunité encore inexploitée en France et qui pourtant a été validée dans d'autres pays et a été aussi validée à travers différents tests. Donc notre mission, c'est vraiment de déployer l'hydrolien marin commercialement pour faire partie de ce mix énergétique et de contribuer à la transition vers un futur énergétique durable et la neutralité carbone. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être le développeur hydrolien de référence, sachant qu'on a quand même une technologie qui est avancée et qui est bien placée sur le marché. Pour comprendre un peu le projet, je vous ai mis rapidement le calendrier, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'hydrolien, on ne nous voit pas souvent, on est souvent sous l'eau, et c'est exactement ça. Donc, pour vous dire à peu près où on en est et ce que l'on est en train de faire. Donc, une entreprise, la production d'électricité commencera en 2028. La pose et la mise en service des hydroliennes et la pose du câble de raccordement se feront en 2027. Je commence par le bas, bien sûr. Et en 2026, il y aura le lancement de la construction terrestre des turbines. La construction et l'assemblage des turbines se fera, comme je l'ai dit, dans les ateliers d'Efinor à Cherbourg à partir de 2026. Et actuellement, 2024-2025, on va lancer des études pour le raccordement terrestre avec l'Enedis, ce qu'on a déjà commencé d'ailleurs, recrutement supplémentaire et sous-traitance d'engineering, ainsi que l'industrialisation du système, donc commencer déjà à mettre des choses en place pour préparer l'année 2026 et 2027. Notre équipe, à ce jour, nous avons 3 membres Normandie hydrolienne, et s'ajoute avec le support de l'équipe experte de Proteus, différents membres, ainsi que Efinor, différents membres qui viennent compléter cette équipe. Mais notre équipe, nous avons Drew Blaxland, qui est le président directeur général de Normandie Hydrolienne, moi-même, et Steve Olsop, qui vous a aussi qui s'est présenté en début de la réunion. Et donc après, je vous ai présenté toute l'équipe, en fait, qui est souvent cachée, mais qui a une expertise hautement qualifiée. C'est tout les directeurs de produits, de composants, de systèmes électriques, d'applications et tout ce qui est la partie production et aussi maritime, ainsi que notre directeur financier. Donc toute cette belle équipe, en fait, permet en fait aujourd'hui de vraiment de mettre en place les éléments et de mettre en place le projet pour qu'il soit pour qu'on puisse se produire et mettre tout en place pour 2028, tout simplement. Avant que je vous parle vraiment du projet, je voulais aussi faire un petit point sur le marché, parce que je pense que l'hydrolien marin, comme je l'ai dit auparavant, c'est quand même c'est inexploité, mais il y a un gisement potentiel important qui a été d'ailleurs estimé par la Chaume. On parle d'un gisement potentiel immédiat de 5 gigawatts, donc on parle de 4,5 en Normandie avec le Raz Blanchard, et il y a aussi également une opportunité, un gisement de 0,5 à 1 gigawatt en Bretagne à Fromveur. Donc, il faut savoir que le 5 gigawatts, c'est quand même un gisement assez important. Ça permet de produire c'est l'équivalent à peu près de 15 TWh. Donc, c'est deux réacteurs nucléaires de type EPR. Donc, encore une fois, actuellement, on cible les 5, mais l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir développer et déployer l'hydrolien encore plus, bien sûr, avec le Raz Blanchard, et surtout d'utiliser ce gisement qui est déjà qui est présent et qu'on n'utilise pas à ce jour. Je vous ai mis également, pour vous expliquer que l'hydrolien ce n'est pas, même si on commence, mais il a toujours été là depuis les dernières années. Il y a eu pas mal de machines qui ont été mises à l'eau. Et également, l'hydrolien s'est développé dans d'autres pays. Le Royaume-Uni, qui a déjà reçu 90 MWh. Il y a les États-Unis qui ont accordé 45 millions de dollars pour l'hydrolien, pour le développement de l'hydrolien. On a la Chine, le Japon. D'ailleurs, vous verrez que Proteus est présent au Japon et aussi en Écosse. Et le Canada, actuellement, qui est en train de développer des projets hydroliens. L'hydrolien, donc en France, on a 2 projets actuellement qui sont au Raz Blanchard, qui sont en train de se développer. Elles sont, comme vous pouvez le voir sur la carte, elles sont côte à côte. Normandie hydrolienne, c'est notre... Oh, pardon, excusez-moi.
C'est notre concession ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, ces deux concessions ont un raccordement identique comment dire, au réseau national, donc d'un point de vue terrestre. Pourquoi l'hydrolien? Je pense que vous en avez peut-être, si vous êtes intéressé par le projet, je pense que vous avez peut-être connaissance de ce levier énergétique qui a fort potentiel. On parle d'une énergie renouvelable prévisible. Il est vrai que tous les mouvements naturels des marées sont principalement liés aux forces gravitaires de la Lune. Et donc, ça garantit une production d'électricité totalement prédictible, ce qui est prévisible. Donc, c'est vraiment, c'est un des points le plus fort pour cette énergie. Elle est compétitive. On a une énergie qui, comme je vous l'ai dit, il y a les 10 dernières années, beaucoup de machines ont été mises à l'eau et il y a eu une amélioration technologique et une amélioration aussi de la courbe et une réduction des coûts qui est assez importante. Et on a pu définir aussi également ce coût a pu être validé sur le projet d'ailleurs NH1. C'est peut-être une des informations que j'ai mises, une des news par rapport au coût d'électricité qui a été validé officiellement, ce qui est une première pour un projet français, officiellement par la Banque européenne d'investissement. Et qui a été fait, c'est une étude qui a été faite indépendamment. Donc, on en est très, très content. C'est une grande avancée. Donc, au niveau compétitivité, l'hydrolien, comment vraiment gagne en compétitivité et à sa place de choix pour le mix électrique décarboné. Invisible, donc on sait bien que c'est une technologie discrète qui ne gère pas de perturbations visuelles, sonores et maritimes. Puissante, on parle d'un gisement de 5 gigawatts, comme je l'ai dit auparavant, vertueuse, une énergie à un impact environnemental minimal. Vraiment, après les différentes études que l'on a eues et aussi les retours d'expérience qu'on a eu sur les projets au Japon ou en Écosse, on constate que vraiment il y a un impact minimal, voire pas sur certains points. Et puis local, c'est une énergie au cœur de l'économie locale, tout simplement. L'objectif, c'est bien sûr quand on s'installe dans le pays, donc en France, nous, c'est vraiment la France, c'est de créer des jobs en France et surtout de pouvoir former et mettre en place toute une équipe qui va pouvoir nous aider à déployer cette technologie sur le long terme. On a une question, Katia. Oui, allez-y. Je me permets de te couper. Oui, vas-y. On a une question, donc je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou plutôt en fin de live, comme tu préfères. Si c'est par rapport au sujet. Ouais. Oui, complètement. Du coup, c'est Chris Lévesque qui demande en quoi votre technologie est-elle mature et quid de son positionnement par rapport à d'autres technologies françaises? Très bien, c'est très, très bonne question. Eh bien, écoutez, on peut aller directement on peut parler de la technologie. J'y arrive. Si vous me laissez une ou 2 minutes, on va y arriver et je vais pouvoir vous expliquer exactement pourquoi notre technologie est la meilleure. Je dirais pas, on peut, bien sûr, de mon point de vue, mais a son rôle à jouer et joue son rôle actuellement. Je parque cette question et je vais y répondre dans quelques minutes. Oui, on pourra y répondre après hein, si c'est dans les prochaines slides, pas de souci. Oui, exactement. J'ai souhaité aussi réconforter, parce qu'il y a eu quelques questions aussi par rapport aux études qui ont été faites sur l'environnement. Et donc, on a eu des études approfondies qui ont été menées en amont. À l'installation, qui continueront bien sûr à l'installation et pendant l'exploitation aussi des fermes pilotes. Il y a eu des études de terrain et des retours d'expérience, comme je le disais sur les projets. Souvent, on nomme le projet Maegen en Écosse, mais il y a aussi au Japon. Et il y a aussi Paimpol, il y a aussi des tests qui ont été faits à Paimpol, donc on a aussi quand même des retours assez importants d'études de terrain. Et également, nous avons fait des études supplémentaires, que ce soit celles sur le bruit sous-marin ou d'autres sur différents points. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi partager. Et il y a aussi nombreuses études de suivi qui seront mises en place à l'installation de la ferme pilote. Donc c'est vraiment bien encadré, bien structuré. Et ces retours, bien sûr, on les a partagés avec toutes les parties prenantes, ce qui nous fait valoir d'ailleurs tous les accords que l'on a reçus auprès de toutes les parties prenantes. Donc le projet NH1 a reçu toutes ces autorisations.
et dont des études qui ont été faites à ce sujet. On parle d'une énergie au cœur de l'économie locale, avec des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Il faut savoir que la France se concrétisera à plus grande échelle. Donc, on parle d'une ferme pilote, mais bien sûr, l'objectif, c'est vraiment de déployer commercialement cette technologie en France. Et on a vraiment, il y a une ambition et qui est réalisable, qui n'est pas une ambition d'installer 1 gigawatt d'ici 2030, ce qui représente environ 4 TWh d'électricité renouvelable. Bien sûr, d'accélérer et renforcer la voie vers les faibles coûts énergétiques. Et ça, nous, on est capable de confirmer cette information-là parce qu'on a cette étude qui a été validée indépendamment et qui confirme cette information. Et aussi, la filière de l'hydrolien génère à peu près 6 000 emplois industriels dès le premier gigawatt. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on voit de fortes opportunités, en tout cas, que ce soit local. Et puis également, on a aussi une opportunité aussi d'export, c'est-à-dire de vraiment pouvoir supporter d'autres pays à travers notre technologie et nos connaissances. Donc, pas mal d'opportunités d'un point de vue économique. Le projet en lui-même, c'est un projet de 12 MW dans le Raz-Blanchard en Normandie. Il a été lauréat de 2015, donc initialement lancé avec Engie et Alstom. Ce projet a été renommé en 2019 Normandie hydrolienne par NH1 avec un consortium, bien sûr, comme vous le savez, avec Efinor, Proteus et Normandie Participation. La concession, le projet a été approuvé par toutes les autorités françaises. On parle de 4 hydroliennes de 3 MW, donc c'est une turbine la plus puissante au monde à ce jour et les plus efficaces en exploitation commerciale. Elles seront immergées à minimum 38 mètres sous mer à Cherbourg. À Cherbourg, le site de construction, mais au Raz-Blanchard immergé, excusez-moi. Le coût d'électricité, donc comme je vous l'ai dit, on a pu définir un coût de trajectoire d'électricité qui a été validé. On parle de 33,9 GWh par an d'énergie produite, qui à peu près représente 15 000 habitants approvisionnés par cette énergie. La mise en service en début 2028. La maintenance des turbines se fait tous les 6 ans à peu près. La durée d'exploitation, c'est de 25 ans jusqu'à 2048 et on va créer à peu près 4 000 emplois indirects et directs pour mettre en place ce projet. Vous me parliez de la technologie. Donc la technologie, pourquoi nous sommes différents? Qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est notre valeur ajoutée? Il faut savoir que la technologie que nous utilisons, c'est une technologie déjà d'abord éprouvée, ce qui n'a pas, c'est une technologie la seule, je dirais, qui a autant de retours d'expérience. Il y a cette technologie qui est actuellement depuis 2018, qui fait partie du projet MadeGen. Ce projet a généré jusqu'à ce jour 62 GWh d'électricité. Et donc, une des turbines de Proteus, qui est la AR1500 de 1,5 MW, est immergée pour ce projet. Et vous avez un autre projet actuellement que la technologie encore de série AR, la turbine AR500, qui a été mise à l'eau pour être testée depuis 2021 jusqu'à 2023. Et elle a généré pendant 1 an avec succès de l'électricité. Et donc maintenant, grâce à ce succès, cette turbine retourne à l'eau avec des rajouts, on va dire des modifications, des améliorations techniques qui permettent de développer la AR1100 et qui va être connectée au réseau japonais. Donc, quand on parle de technologie, la AR3000, c'est simplement la grande sœur en fait de la AR1500. On a fait quelques modifications et on va vous expliquer exactement quelles sont ces modifications. Mais tout ça pour vous dire que depuis plusieurs années maintenant, ces turbines sont immergées et produisent de l'électricité et sont connectées au réseau. Donc ça, c'est un point qui nous différencie par rapport à notre concurrent, par rapport à nos concurrents, par rapport au marché hydrolien. Et il faut savoir que c'est quand même ce genre de turbine, c'est des turbines qui fonctionnent très bien, qui sont souvent sollicitées et utilisées dans différents projets. Donc,
En quoi ça nous a aidé en fait à définir en fait le nouveau système qui, comme vous pouvez le voir, c'est physiquement, ils se ressemblent, c'est exactement le même visuellement, c'est la même chose. C'est la même chose que la R1500, mais tout simplement, elle a des points plus innovants. D'une part, on a un rotor un peu plus important. Donc, on a augmenté le rotor pour pouvoir doubler la puissance de la turbine, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une turbine la plus puissante au monde, de 3 mégawatts. Elle a des aspects innovants et uniques, complètement, vraiment innovants qui sont ajoutés à la technologie, qui est le nouveau système Pitch and Yaw. Et si vous voulez de plus d'informations, Steve pourra vous répondre. Mais c'est vraiment en fait Pitch and Yaw, c'est tout simplement vous avez la turbine qui bouge pour aller optimiser et rechercher le courant. Et là aussi, c'est pales qui bougent qui pivotent en fait sur elles-mêmes pour pouvoir encore une fois optimiser la prise, le courant et les tailles donc pour pouvoir produire de l'énergie. Il y a la boîte de jonction sous-marine aussi également qui a été développée et il y a encore beaucoup plus d'éléments, mais c'est vraiment je dirais les principaux aspects innovants techniques qui seront mis en place et installés dans cette nouvelle turbine. Est-ce que Steve, tu as des choses à rajouter sur celle-ci ou je peux peut-être apporter le point de vue un petit peu plus technique si tu le souhaites? Oui, oui, bien sûr. Donc, le système c'est développé par Proteus est très similaire qu'une éolienne. Donc, il y a 3 pales, il y a une nacelle. Il y a les systèmes très similaires, mais adaptés pour cette application-là sous l'eau et pour des choses un peu particulières des marais. Donc, notre système de yaw change l'orientation du rotor pour être en phase du courant quand ça change 4 fois par jour. Après, le système pitch change l'orientation des pales. Et ça, le bénéfice d'avoir un rotor avec plus de puissance. Et ça aussi peut réduire les charges faites par le courant sur les structures et aussi réduire les fluctuations de puissance au raccordement. Et nous, ouais, le système a une stratégie pour changer les balles aussi pour un niveau de sécurité. Donc, le routeur peut être stoppé dans 15 secondes avec ce système. Et il y a un frein mécanique aussi derrière de la nacelle pour les conditions de la sécurité. Après, la question avant, c'était quel est le diamètre du rotor. Ça, c'est 24 mètres en diamètre. Et ça, c'est à peu près la limite pour les conditions dans le Rose Blanchard. Peut-être on peut augmenter à 26 mètres aussi. Donc, il y a des options avec cette technologie parce qu'en fait, c'est une conception modulaire et on peut changer certaines spécifications de hydrolienne pour avoir un meilleur système pour le site. Et voilà, je pense que ça, c'est des sujets. Là, Katia, est-ce qu'il y a des autres choses? Non, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la turbine? Pour Déjà pour l'instant, commencer au niveau technologie. pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres sur la partie vraiment technique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue dans le reste de la présentation. Et puis, si on a à la fin de la session, on pourra toujours y répondre. J'en profite juste parce que Chris, à part sa question sur la technologie tout à l'heure, avait une deuxième partie dans sa question qui était de où vous en êtes par rapport aux autorisations concernant l'utilisation du foncier marin. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. On a reçu toutes les autorisations. Donc, ce projet, il est actuellement en développement. La dernière autorisation que nous avons reçue, c'était en octobre 2023.
Donc non, maintenant, nous allons commencer en fait toute la partie justement sous-traitance, mise en place de... Donc il y a déjà beaucoup de choses, signature des contrats, etc. Est-ce que il y a d'autres questions, non, sur ça? Non, non, très bien, tu peux continuer. Ok. Donc j'ai parlé du coup la réduction du coût de réduction de normes hydrogènes. J'ai voulu simplement rajouter encore une fois parce que c'est peut-être pour beaucoup, c'était un grand pas de géant pour l'industrie d'avoir, pour une première, avoir une étude indépendante qui valide le coût d'un projet, d'une technologie, du projet NH1 à travers son système AR3000. Et donc, ce qui est encore aujourd'hui, en fait, cette vérification détaillée de nos affirmations en matière de réduction de coûts a été essentielle pour renforcer non seulement la confiance des investisseurs, aussi et également de faire avancer les futurs projets qui seront les futurs projets commerciaux, non seulement le projet NH1, mais aussi les futurs projets commerciaux, et aussi de pouvoir confirmer pourra atteindre un niveau inférieur à l'objectif européen de 100 euros du mégawatt-heure une fois à l'échelle du gigawatt, soit réel. Il faut savoir par contre à travers aujourd'hui le projet NH1, avec ce projet-là, même si c'est que 4 hydroliennes, on arrive quand même à faire baisser le coût par rapport si on devait prendre une AR1500 en utilisant la AR3000 de 49%. Donc, encore une fois, c'est vraiment, on n'est plus dans du R&D, on est vraiment dans un projet, dans une technologie déjà bien avancée et très mature et qui apporte et qui répond déjà à la question de ce coût de réduction et devient compétitif par rapport à d'autres énergies renouvelables. On m'avait parlé aussi de la chaîne de valeur. J'avais une question par rapport aux emplois. Donc, il faut savoir que 80% du projet, de la valeur du projet, se fait en France. Donc, on va s'appuyer majoritairement sur le savoir-faire de fournisseurs français qui ont déjà été identifiés. Le projet pendant la construction on emploiera 4000 personnes indirectes et directes. Donc, ce n'est pas seulement à travers Normandie, mais aussi à travers les fournisseurs. Et on parle de 160 à 190 emplois créés dans le département. Il faut savoir que on va en fait produire et assembler les turbines en quinconce. Donc, pardon, en simultané. Donc, on aura besoin de 4 équipes. Donc, il y a énormément il va falloir qu'on crée des équipes pour pouvoir produire ces turbines à partir de 2026. Et bien sûr, le plus grand nombre de postes continuera à se créer avec les futurs projets qui sont attendus par la PPE, bien sûr, par rapport au projet. Au niveau des infrastructures existantes, donc comme je le disais, on utilise Efinor pour le projet NH1 avec le port de Normandie, mais la phase 2, ça serait aussi, on parle vraiment dès qu'on reçoit cette visibilité par rapport aux futurs projets commerciaux, c'est de mettre en place une usine de fabrication de pales à Cherbourg pour le projet NH2 et les futurs projets. Et donc, cette création d'emplois se fera aussi également là. Et ce transfert de compétences également, je crois que j'avais une question par rapport au transfert de compétences de l'équipe Proteus. L'objectif, c'est de créer une équipe locale, c'est de créer un savoir-faire local. Et Proteus reste seulement le développeur de technologie. Donc, c'est vraiment de créer. Et donc, l'objectif, c'est de créer une équipe en France avec ces compétences et pouvoir par la suite exporter cette compétence également. Donc il y a vraiment un enjeu assez important économiquement et socialement par rapport à ce projet. Pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement, on avance sur l'industrialisation du projet NH1 et pour tenir nos objectifs, on a organisé cette levée de fonds. Cette levée de fonds, c'est pour obtenir une réserve de trésorerie suffisante pour assurer l'achèvement des travaux clés jusqu'à la clôture financière. Ces fonds vont nous permettre en fait on va dire de répondre de pouvoir répondre à 3 objectifs. Un, c'est l'industrialisation de notre système, donc de continuer à
60% de ce fonds sera basé pour ce point, 30% pour le recrutement supplémentaire. On a besoin de recruter. On a défini déjà des postes, donc c'est vraiment important qu'on commence à étoffer cette équipe, et 10% pour la sous-traitance d'engineering. Et au-delà de cette collecte, bien sûr, c'est aussi de parler de ce projet, parler de l'hydrolien, parce que souvent, c'est soit on en parle peu ou c'est pas toujours très connu, parce que comme je l'ai dit auparavant, on est sous l'eau, on ne voit pas toujours, mais on est bien présent et on a investi plus de 8 millions dans ce projet depuis qu'on est là, depuis 2019, donc, et on continue à investir dans dans ce projet d'envergure. Donc le financement de ce projet, le montant recherché, c'est 1 million avec 12% de taux d'intérêt annuel sur une horizon prévue de 18 mois et avec obligation convertible. Pourquoi l'hydrolien? Pourquoi Normandie hydrolienne, pardon. Je pense qu'il est très clair qu'on a avantages sans précédent, à travers nos compétences et notre expérience et diversité, mais également aussi, nous sommes orientés vers les données et les résultats concrets. Donc, ce qu'on publie souvent dans les réseaux sociaux, c'est des choses qui nous ont été validées et non pas qui sont faits là pour le marketing. C'est vraiment orienté données et je pense que c'est important de le préciser. Les actionnaires sont solides, on a des actionnaires engagés, complémentaires, on a des partenariats stratégiques. On a une concession à un projet approuvé. On a une technologie qui est mature et en tête du marché en efficacité et innovation. On a un système le plus puissant, comme on l'a dit auparavant. Et puis, on a surtout aussi un coût d'électricité qui permet à ce jour de pouvoir apporter des réponses aussi, surtout sur le point de vue économique, et aussi de démontrer avec cette trajectoire de baisse qui a été validée, de démontrer en fait que on va dire toute notre stratégie est correcte et elle va aller dans le bon sens et elle va pouvoir en fait supporter et développer, on va pouvoir supporter et développer l'hydrolien en France. Super. Voilà, je vous ai résumé en quelques je pense que j'ai été dans les temps. Je suis désolée, parfois j'ai tendance à parler plus. Non, super. Merci beaucoup, Katia, pour la présentation. Je pense que, alors, il y a déjà quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre. Et sinon, pour les autres, ben, n'hésitez pas justement à profiter de ce moment-là pour poser vos questions si vous en avez sur le projet. La première, alors bon, il y a une question auquel Steve a répondu pendant que tu parlais dans le chat, mais la première c'était si vous pouviez confirmer que c'était Enedis qui assurait la connexion du démonstrateur au réseau. Donc voilà, c'est bien le cas, c'est bien Oui. Enedis. C'est bien Enedis, on a commencé, d'ailleurs on a signé déjà un contrat pour c'est pas le contrat Enedis, mais les premières études on commence, on fait déjà le premier kick-off. Ouais. Voilà, ça rebondit sur une deuxième question qui a été posée par Bertrand, qui est en termes de raccordement, est-ce que la convention de raccordement avec Enedis est-elle signée? Donc, Non, pas encore. C'est quelque chose qui est en travail, mais non, pas encore. très bien. Et ensuite, il Mais y a une on question. en parle. Il y a une question très intéressante aussi de Vincent qui nous demande, pour atteindre cet objectif des 100 euros du mégawattheure, euh, quel coût du capital vous estimez en fait en termes d'investissement et de projet pour atteindre justement ce chiffre-là? C'est une très bonne question. J'ai le chiffre. Il faudrait que je regarde dans le business plan pour vous confirmer le chiffre, parce que j'ai le chiffre plutôt de la totalité des 2 mégawatts qui est notre ambition. Je sais que la projection jusqu'à NH5 représente un marché de construction de 6,5 milliards d'euros. Je peux revenir vers vous avec une précision sur celui de 1 gigawatt sans problème. Je vais rechercher pendant que si vous voulez poser les autres questions, je vais pouvoir Ouais, répondre à cette question super. pour vous. Je préfère vous donner les informations correctes. Alors, il y a des questions qui arrivent. Alors, par rapport à la valorisation de l'énergie produite, est-ce que, enfin, c'est quel type de contrat du coup que vous allez signer? Est-ce qu'il y a des garanties sur le prix considéré? Pour le contrat de
quoi? Pardon, excusez-moi, j'ai pas C'est bien saisi ce qu'il est demandé. la valorisation de l'énergie produite, en fait, que vous revendez. Oui, alors donc le tarif d'achat, c'est ça? C'est ce point-là? Oui, tout à C'est ça, fait. Bertrand? Ouais. Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc ouais, d'accord, merci. Les tarifs d'achat, actuellement, nous sommes en conversation avec les parties prenantes, donc je peux pas vous confirmer. C'est encore c'est encore confidentiel. Mais dès qu'on a terminé tout ça, dès qu'on signe le tarif d'achat, etc., je pourrais vous valider et confirmer cette information. Mais à ce jour, ça reste encore confidentiel. Et on peut reparler. Donc, Très bien. On a une question de Erwan aussi qui demande, bah, c'est un peu la même question en fait, c'est ça. je viens de me rendre compte. Si vous avez signé un PPA pour l'achat d'électricité produite et à quel prix, ben, du coup, voilà, c'est Pas la encore. même Pas question. encore. Et d'autres belles nouvelles arriveront, mais pas encore. C'est un travail que l'on a déjà engagé avec les différentes parties prenantes, mais pas à ce jour. Très bien. J'avais une question aussi, Katia. J'ai cru voir passer une publication de la Commission européenne sur du coup des projets lauréats qui auraient été sélectionnés justement pour, on va dire, tout ce qui est innovation décarbonée. J'ai cru voir Oui. le nom de Normandie Hydrolienne passer. Du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu, enfin, un peu plus sur ça peut-être? Oui, bien sûr. Bah, merci pour cette question. Oui, en fait, le projet NH1 a été sélectionné par la subvention Innovation Fund, donc sélectionné par la Commission européenne. Et donc, nous sommes actuellement, ça a été simplement annoncé hier, donc c'est tout nouveau. À ce jour, voilà, on est en préparation de signer le contrat avec de la subvention. Donc, on ne peut encore communiquer pas beaucoup de choses sur cette subvention, mais on est ravis d'avoir été sélectionné. C'est la première fois que l'Innovation Fund sélectionne un projet hydrolien et l'hydrolien en général dans l'industrie hydrolienne dans ce programme. Donc, très, très content. Vraiment ravi. Ouais, c'est une Je bonne nouvelle. pourrais partager par contre le lien. Oui, Oh, oui, super. je pourrais partager le lien si ça vous intéresse. Il y a Pour le Gabriel quiz, vous qui verrez vous-même pas mal de choses. Super. Je me permets de poser la question de Gabriel qui pose une question très intéressante. Donc Normandie Hydrolienne se présente comme une société de développement de projets hydroliens. Euh, enfin voilà, pourquoi financer du coup et faire de l'industrialisation alors que ça relève plutôt de celui qui développe la technologie? Et plus globalement, est-ce que vous pouvez distinguer les missions respectives entre NH et Proteus, en fait, qui fait quoi en fait qui se répartit quelle tâche quoi? Ouais. Oui, bien sûr. Donc Proteus, c'est vraiment, et c'est eux qui ont développé la technologie. Donc ils vont en fait, en quelque sorte, on a un accord exclusif avec Proteus pour utiliser en fait utiliser cette technologie. Ensuite, Proteus va nous aider en fait à construire cette équipe locale et à aussi former cette équipe par rapport à la technologie, pour tout ce qui est parti, tout ce qui est durant l'exploitation, dont la mise à l'eau, mais également tout ce qui est au niveau, on appelle ça du monitoring ou de la maintenance. Donc Proteus aidera à former cette équipe qui sera ensuite localisé à Cherbourg pour pouvoir maintenir ce projet, donc projet NH1, mais surtout les futurs projets dans le futur, parce que comme on l'a dit, l'objectif c'est de créer une expertise locale, et on a surtout besoin d'avoir l'équipe près des machines pour pouvoir intervenir à tout moment. Donc voilà. Donc ça, c'est le rôle de comment dire de Proteus. Notre rôle, nous, c'est bien sûr de mettre en place ce projet, de dessiner, d'avoir toutes les autorisations. C'est vraiment le développement dans sa généralité, mais aussi de bien sûr maintenir, continuer à maintenir, à faire le projet dans sa généralité. Donc, on aura l'équipe pour la maintenance, etc. Mais notre objectif, c'est bien sûr de déployer, de continuer à être présent durant l'exploitation du projet. Ça, c'est notre rôle. Oh, Proteus, c'est vraiment là pour le début. super. Je pense que la question de Gabriel, enfin en tout cas, Gabriel, n'hésitez pas
à À parler, répondre oui. si jamais j'ai mal compris la question, mais je pense que c'était au sujet de la slide sur enfin, presque l'usine de fabrication de pales qui serait basée en Normandie. Donc vraiment sur cette Oui. partie enfin, déploiement et industrialisation pardon, des hydroliennes, quoi. Donc ça, ce serait géré par Normandie Hydrolienne ou ce serait géré par le consortium entre Efinor, Normandie Hydrolienne et Alors, Proteus? alors, à ce jour, on parle du consortium, mais normalement, c'est Normandie Hydrolienne, to be fair, pour être honnête, c'est le consortium qui fait partie de mais ça serait vraiment le consortium qui gérait cette usine, en effet. À ce Ok, jour, c'est ce qui. Donc, ce sera sous le nom de Normandie Hydrolienne, bien sûr, mais avec derrière le consortium des trois actionnaires qui portent Normandie Hydrolienne. très bien. On a une question aussi, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Quel est le scénario de déploiement? Alors, à travers ça, j'entends comment on met de telles hydroliennes en fait en production et comment on les installe à 38 mètres sous l'eau, puisque du coup, le sujet de la question, c'est les conditions du raz Blanchard sont quand même très particulières. Mhm. Euh, du coup, comment on déploie ce genre de ferme? Mhm. Si je peux, les conditions de Rose Blanchard est très similaires que les conditions à Maygen en Écosse. Et là, Proteus a les expériences d'installer, de déployer leur technologie sous l'eau. Là, ils utilisent une fondation gravitaire et après, ils mettent le partie hydrolienne sous le structure et connecter, brancher la câble électrique sous l'eau avec leur connexion assez innovante qui utilise des wetmates. Et après, ils posent la câble dans le tracé jusqu'à la Terre. Et là, ils utilisent les navires assez communs pour oil and gas. Donc ça, c'est des navires avec un grue de 250 tonnes, avec un positionnement dynamique qui est ouais, très utilisé dans le monde oil and gas, mais aussi dans le monde des éoliennes. Très bien. C'est beaucoup plus clair. Si vous avez toujours, enfin, si vous avez toujours des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à continuer de les poser. Moi, j'ai une question plus spécifiquement sur l'opération financière, entre guillemets, puisque c'est quand même aussi un sujet important pour les Wikideurs qui sont là ou qui Mm. regarderont le live en replay. Euh, Quelle est la perspective de sortie du coup du projet? Parce qu'on vous l'avez rapidement évoqué à la fin, du coup, ce seraient des obligations convertibles euh, qui auraient une durée prévisionnelle de 18 mois. Euh, Quelle est la sortie envisagée pour justement le remboursement de ces obligations? Alors, notre objectif, déjà, c'est de rembourser un peu avant, pour être honnête, ou aux 18 mois. C'est pas, bien sûr, c'est un investissement. Donc, l'objectif, c'était d'avoir ce remboursement effectué sur les 18 mois avec, bien sûr, les 12% d'intérêt. Après, si il y a une réelle motivation ou un réel engagement des personnes souhaitent venir rejoindre l'équipe, il y a cette opportunité-là. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de rembourser, comme je l'avais d'ailleurs indiqué, je pensais, je l'avais répondu à cette question, avant avant, on va dire, la clôture financière, et d'être dans les temps pour que les personnes reçoivent leurs fonds, plus les intérêts. D'accord. Et quand vous parlez de clôture financière, enfin, voilà, je me permets de préciser parce que je trouve que enfin, c'est important d'avoir cette perspective-là de sortie en tête quand on est Ouais, investisseur. ouais. C'est C'est fin 2020. Donc, le closing financier finalement de la levée de fonds que vous préparez euh, à côté, quoi. C'est ça. c'est ça, exactement. Donc la clôture financière, on la prévoit pour fin 2025. Donc, c'est-à-dire, comme vous l'avez indiqué, c'est vraiment finalisé et collecter les fonds que l'on a besoin pour pouvoir mener à bien ce projet, tout simplement. Mm.
On a déjà également des discussions et des engagements, donc voilà. Donc, on est très positif sur le sujet. Très clair. Et après, alors je vois pas d'autres questions de WeSeeder. N'hésitez pas si vous en avez encore, puisque le live, enfin, on arrive dans les dernières minutes du live. Moi, j'en ai une personnelle que je me suis posée quand j'ai vu le projet. C'était est-ce qu'on a du recul finalement sur la production à long terme de ces hydroliennes, parce que tous les projets hydroliens, finalement, et les fermes pilotes qui ont été mises en place un peu partout dans le monde sont relativement récentes. Est-ce qu'on a du recul sur la production à long terme et sur le vieillissement en fait des hydroliennes et des matériaux sous l'eau? Alors, je vais vous répondre rapidement en ce qui me concerne, et après, je pense que Steve pourra y rajouter. On fait souvent, comme je vous l'ai dit, souvent, on fait référence au projet MyGen. Ça fait depuis mars 2018 qu'ils sont sous l'eau. On a suivi déjà un cycle, c'est-à-dire que la turbine est sortie pour faire une maintenance au bout de 6 ans. Donc, on a déjà tous les retours et on voit les retours. On a vu qu'il y a la disponibilité de la production à 95%, mais je pense que Steve pourra aller plus dans le détail technique. Mais ce retour confirme et valide vraiment la longévité et tout simplement la longévité de ce projet, des projets hydroliens et de ce que ça peut apporter. Mais Steve, je te laisse apporter plus d'informations sur toute la partie technique, parce que je pense qu'on a beaucoup de retours et surtout de connaissances maintenant accumulées à travers ces années. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est mieux si je vais écrire tout ça pour mettre sur le site internet et comme ça, c'est tout noté là, par là. Mais donc voilà, donc, tu veux envoyer, tu enverras les informations peut-être un peu plus en détail par rapport à Magen, ce qu'on a su, que ce soit au Mm. niveau des habitants marins, parce qu'il faut le savoir que on voit les poissons venir près de nos turbines, on voit bien que le câble d'export devient aussi un lieu d'habitat pour les crustacés. Donc il y a eu pas mal de retours très positifs. Mhm. Ouais, pas mal Et d'études donc, à faire. les matériaux utilisés au niveau de l'anticorrosion, je crois qu'on avait une question sur ce Ouais. point auquel Steve a répondu. Donc, on a des retours vraiment sur tous les points clés, que ce soit matériaux, produits, et puis bah, voilà, et puis la pérennité des projets des turbines. Au bout de 6 ans, on a eu un bon retour. On a nettoyé la turbine et elle est retournée à l'eau en très peu de temps. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et qui ont été validées à travers ce projet. Mais si Super. ça intéresse, on pourra ajouter des informations. Vraiment, n'hésitez pas, parce que Magen, c'est vraiment un projet de référence qui est souvent utilisé, comme je l'ai dit, et ça permet vraiment de comprendre en fait que c'est vraiment une technologie qui fonctionne et qui a fait déjà ses preuves et qui est capable de pouvoir répondre aux objectifs français et européens par rapport à la décarbonisation. Donc, s'il y a besoin d'informations, je pourrais en mettre dans les news. Il y a aussi un site internet Magen que vous pouvez aussi aller visiter, qui vous donne aussi les informations. Donc, il y a pas mal de choses aussi ouvertes au public et il y a vraiment une communication assez transparente sur le projet. Donc, n'hésitez pas aussi à y aller, à pouvoir y accéder. Super, merci pour toutes ces informations. Je vois qu'on n'a plus de questions de la part des WeSeeders, donc merci à tout le monde d'être venu écouter la présentation de Normandie Hydrolienne, d'avoir posé vos questions. Je pense que voilà, l'équipe a pu y répondre ce soir. Merci aussi à Katia et à Steve de votre temps pour avoir présenté le projet. Oh, merci. Bah, merci beaucoup de nous Voilà, avoir accueillis. On est ravis de toujours en parler. On aime parler de ce projet, donc n'hésitez pas très voilà, honnêtement donc à poser les questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la fiche projet. Je m'adresse aussi à ceux qui regarderaient peut-être ce live en replay. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore sur la fiche projet. Et puis voilà, si la présentation vous a convaincu, n'hésitez pas à soutenir Katia et Steve et Normandie Hydrolienne dans leur recherche de financement. Et puis, je crois qu'on a... Non, pardon, je croyais qu'on avait une dernière question. Gabriel. Ah, Voilà, super. et merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous et bonne Merci. soirée. Merci pour Bonne votre soirée. soutien et d'être venu nous rejoindre. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.